33 députés à élire ou réélire ce soir dans le Nord et le Pas-de-Calais. Un scrutin à suspense dans le cadre d'une recomposition du paysage politique inédite. La République en marche va-t-elle réussir son pari? Le Front National va-t-il encore progresser? Comment les Républicains vont-ils résister? Le Parti Socialiste va-t-il poursuivre sa chute? Notre rédaction est mobilisée ce soir pour vous faire vivre cette grande soirée d'élection avec 10 points de direct dans les préfectures et les quartiers généraux, des équipes de reportage qui sont sur le terrain. Notre journaliste politique Véronique Marchand et notre politologue Bernard Dolé sont à mes côtés pour vous donner toutes les clés de ce scrutin, avec aussi de nombreux invités qui viendront réagir à chaud aux surprises de cette soirée. Notre web rédaction est également mobilisée pour vous communiquer tous les résultats, ceux que vous attendez au plus vite, et puis les réactions sur les réseaux sociaux avec Emmanuel Pal. Mais tout de suite, on revoit ensemble cette estimation Ipsos pour France Télévisions qui donne au niveau national La République en marche Modem à 32,2%, LR, UDI 21,6%, Front National à 14,11%, le Parti Socialiste à 10,2%, le Parti Communiste et Europe Écologie Les Verts 3 chacun, un paysage politique donc en pleine recomposition. Je viens vers vous, Bernard Dolé. Vos équipes sont actuellement au travail. Au regard de ces données, à quoi peut-on s'attendre dans le Nord et le Pas-de-Calais? Ces deux départements sont-ils en marche? Alors, avec toute la prudence requise, puisque nous attendons encore des résultats définitifs de l'ensemble des 33 circonscriptions de la région Nord-Pas-de-Calais, mais si les premières tendances nationales se confirment, et au vu des particularités sociologiques et politiques de la région, il semble que les candidats d'En Marche sont partis pour arriver en première position ce soir dans la région Nord-Pas-de-Calais, et on devrait pouvoir les attendre du côté de 27% des suffrages exprimés. Devant le Front National, qui, là aussi, si l'estimation nationale et les tendances qu'elle souligne devaient se confirmer dans la région, les candidats du Front National se situeraient autour de 23% des suffrages exprimés, devant en troisième position les candidats de LR et de l'UDI à 16%, puis France Insoumise à 12% et les socialistes du côté de 9%. Il resterait évidemment 10 ou 12 points de candidats divers gauche, divers droite, écologistes, extrême gauche, disons, qui se répartiraient moitié-moitié entre la gauche et la droite. Sur la base de cette première tendance, ou de cette projection, que peut-on dire ce soir? Eh bien, on peut dire que les candidats d'En Marche seraient probablement en situation de se maintenir au second tour dans la plupart des circonscriptions de la région Nord-Pas-de-Calais. Probablement une trentaine d'entre elles. Une trentaine sur 33. Voilà. Que les candidats du Front National seront probablement en situation de se maintenir dans environ 2/3 des circonscriptions de la région Nord-Pas-de-Calais, principalement en dehors de la métropole lilloise. Que les candidats LR et UDI pourraient possiblement se maintenir dans une bonne dizaine de circonscriptions de la région Nord-Pas-de-Calais, soit à peu près un tiers d'entre elles, principalement dans les circonscriptions aujourd'hui détenues par LR et l'UDI. Et à gauche, ça donne quoi? Alors à gauche, le paysage est un petit peu plus compliqué pour, disons, la France Insoumise et le PC, parce qu'il y a quelques circonscriptions où il y avait une candidature unique. Il y a une présence possible de la France Insoumise ou du PC dans une poignée de circonscriptions, disons 2 ou 3. Quant au Parti socialiste, il est trop tôt pour se prononcer pour l'instant. Il faut attendre les résultats circonscription par circonscription, et la capacité des socialistes à se maintenir dépendra probablement de la capacité de ces sortants à résister sur des bases uniquement locales. Et on les attend avec hâte, ces résultats. Allez, sans attendre, c'est l'une des circonscriptions les plus observées de France. On part tout de suite à Hénin-Beaumont, la 11e circonscription du Pas-de-Calais, au siège du Front National où l'on retrouve Corinne Péot. Alors après avoir hésité, Marine Le Pen a donc décidé d'être candidate pour la 3e fois pour décrocher un siège au Palais Bourbon. Dans l'attente des résultats, quelle est l'ambiance sur place, Corinne ?
Écoutez, c'est une ambiance assez fébrile parce qu'on attend Marine Le Pen, tout le monde attend Marine Le Pen pour sa première déclaration après ses premières estimations. Alors ce que l'on peut dire, c'est que les militants, il y en a une petite centaine qui étaient réunis ici, ont été quand même assez déçus, voire choqués par ces estimations qui ne donnent pas, pour l'instant en tout cas, de groupe au Front National, à l'Assemblée nationale. J'ai à côté de moi Joël, qui est un militant du Front National. Alors Joël, vous n'avez pas toujours voté pour Marine Le Pen, vous avez même voté en 81 pour François Mitterrand, c'est ça? C'est exact, oui. En 81, j'ai voté pour François Mitterrand, mais en 83, je me suis aperçu de l'enfumage, donc ce qui fait que j'ai fait un virage à 90 degrés, voire même à 180 degrés, et je me suis tourné vers le Front National. Alors vous êtes un enseignant à la retraite, vous habitez à Hénin-Beaumont. Est-ce que le fait que Steve Briouat soit maire ici a beaucoup joué sur votre vote? Oui, en quelque sorte, puisqu'on voit le travail qui est effectué par Steve Briouat, je le trouve excellent. Et de ce fait, je continuerai à voter pour le Front National. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous n'avez pas forcément lu tout le programme de Marine Le Pen, et pourtant vous aimez cette femme et vous votez pour elle. Dites-moi pourquoi, ce qui vous plaît chez elle. Ce qui me plaît, c'est son courage, parce qu'être seul face à tout ce qui s'est présenté, je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage. C'est-à-dire du courage, pourquoi? Parce qu'elle est seule, c'est-à-dire? Elle est seule contre tout, c'est-à-dire les partis s'unissent pour les autres partis s'unissent contre Marine Le Pen. Et elle fait face. Je trouve que c'est un excellent capitaine, en tous les cas. Le fait que le Front National n'aurait peut-être pas de groupe à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est quelque chose qui vous trouble? Oui, c'est troublant, c'est sûr, et je suis quand même déçu. J'aurais aimé qu'un groupe existe à l'Assemblée nationale. Qu'attendez-vous de Marine Le Pen si elle est élue au second tour? Tout le monde ici le croit. Qu'attendez-vous d'elle à l'Assemblée nationale? Eh ben, qu'elle change un peu le système et puis qu'on soit un peu au courant de tout ce qui se passe. Merci Joël. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Corinne. Et maintenant, en direction la circonscription la plus people de la région. C'est la 4e du Pas-de-Calais, celle du Touquet, direction Étaples, où l'on retrouve Florence Mabille. À la permanence de la République En Marche, chez les Macron, la politique, c'est une affaire de famille, Florence. Oui, c'est une affaire de famille, et pour en parler, je vous propose de retrouver Laurence Campion. Alors Laurence Campion, juste petit rappel, on l'avait retrouvée pendant les présidentielles au Touquet. C'est une amie personnelle depuis plus de 20 ans du couple Macron. Et Laurence, vous avez le même sourire finalement que ce fameux soir du 7 mai. Un formidable espoir ce soir. On est ravis. On a fait une belle campagne. Et puis maintenant, on espère que le deuxième tour sera très positif pour nous. Vous pensez dans une deuxième vague, c'est véritablement ce que vous espériez, les gens de la République En Marche, une deuxième vague de confiance maintenant On est en confiance parce qu'on a un président quand même qui est bien, qui ne fait pas d'erreurs, qui nous fait des belles choses. On a confiance, complètement confiance. Vous faites partie du comité des premiers marcheurs lancés par Tivène Auzière ici au printemps 2016. Quelle campagne vous avez faite ici sur le terrain? Alors racontez-nous un petit peu avec votre fameux Tchobus, Tchobus des candidats. Le Tchobus, toi tu peux en parler parce que c'est toi qui l'as conduit. Le Tchobus, il a apporté un plus, ce fameux Tchobus? C'était un outil pour rencontrer toute la population de l'arrondissement, donc on a été vraiment très contents. Et je pense que toutes les personnes qu'on a pu rencontrer étaient ravies de pouvoir échanger sur les projets d'En Marche. C'est un outil qu'on va essayer de continuer à utiliser encore pour cette dernière partie, pour convaincre encore plus de gens que notre projet est le meilleur. Qu'est-ce qui dit ces premiers résultats? On parlait évidemment d'estimation ici dans la circonscription, puisque Daniel Fasquelle était extrêmement implanté, travailleur omniprésent. Qu'est-ce qu'il dit? Comment vous l'interprétez, vous? Pour nous, c'est le renouveau. C'est le résultat d'un travail quand même intense. On a tracté, on a fait du porte-à-porte. Alors, d'un mot, Laurence, vous avez rencontré les Macron ce week-end. D'un mot, comment vous avez trouvé le président? Il vous a eu un petit mot d'encouragement pour vous? C'était son premier retour au Touquet depuis qu'il est président? Oui, bien sûr, c'est normal. Il nous a remerciés, évidemment. Et je pense qu'il est heureux et il doit être très heureux ce soir du score qu'on fait. Alors je vous propose, Virnala, d'écouter Tivène Auzière. Première réaction de Tivène Auzière, je vous le rappelle, belle-fille d'Emmanuel Macron et suppléante ici du Parti République En Marche dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais. On l'écoute.
Il m'a dit bonne chance, qu'on s'appelait tout à l'heure et que ça lui faisait tout drôle de voter pour un ticket sur lequel je figure. Ce à quoi je lui ai répondu que j'avais eu un petit peu le même sentiment il y a un mois. Et voilà donc Tiffaine Nozière, suppléante du candidat La République En Marche. Alors, un Front National plus haut qu'au niveau national, a priori, selon nos estimations pour le Nord et le Pas-de-Calais. Un PS, en revanche, plus bas. Véronique Marchand, ça fait réagir nos invités. Eh bien, on va faire un petit tour de table. Je vous les présente peut-être auparavant. Vincent Fleury, bonjour. Vous êtes, on va dire, le coordinateur de la campagne de Christophe Itier, qui est le référent pour La République En Marche dans le Nord. Patrick Kanner, ancien ministre, aujourd'hui conseiller départemental, il représente le Parti Socialiste ici. Laurent Matejko, on va dire coordonnateur, c'est pratique pour la France Insoumise pour le Nord. Valérie Létard, la présidente de l'UDI Nord-Pas-de-Calais et vice-présidente nationale, bonjour. Et Éric Dilly, seul candidat là pour l'instant, candidat donc dans la première circonscription de Lille pour le Front National et conseiller municipal d'opposition. Je commence par vous, tour de table. Vous attendez-vous à la confirmation d'une vague ou plutôt d'un tsunami? Est-ce que ça vous étonne? Je parle là de la vague Macron, puisque c'est de ça qu'il est question, y compris dans notre région. Oui, effectivement, quand je vois cette vague-là, je crois qu'on doit faire l'analyse suivante. D'abord, c'est la victoire de l'abstention. Ça signifie que tout le gouvernement qui sera élu la semaine prochaine aura une légitimité qui tiendra à un fil. Deuxièmement, vu les résultats qui s'annoncent, on risque de n'avoir quasiment pas d'opposition, voire pas d'opposition du tout à l'Assemblée nationale. Et ce sera la première fois dans l'histoire de cette République où l'opposition risque de se trouver dans la rue. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. On fait tourner la Et parole, je crois si que le vous deuxième tour doit être justement l'occasion d'avoir des candidats et des élus d'opposition face à un Emmanuel Macron qui aura tous les pouvoirs. Valérie Létard, est-ce que vous partagez l'inquiétude exprimée là? Parce que c'est de l'inquiétude, là. Mais je pense que dans cette élection, les institutions jouent à plein. Les Français ont élu un président de la République il y a à peine quelques semaines, quelques petites semaines. Ils ne vont pas se déjuger. Et effectivement, quand vous avez une élection présidentielle suivie d'une élection législative, les Français vont confirmer leur vote. C'est ce qui s'est passé. La deuxième chose qui est évidente, c'est celle effectivement du nombre de votants, du nombre de suffrages exprimés, qui relativise effectivement l'impact que risquent d'avoir nos parlementaires demain. Et il faudra justement être très attentif, quel que soit le résultat, même si on peut... il faut qu'on finisse le tour de table. Laurent Matejko, est-ce que vous êtes déçu par ces 12% de Nord-Pas-de-Calais et ce chiffre qui pour la France Insoumise? Oui, la projection, c'est une projection. Mais je m'en tiens d'abord à un commentaire sur l'abstention générale. Oui. On a vécu sous anesthésie générale depuis 5 semaines. On a vu le président Macron sous toutes ses coutures à Versailles, à la mer, prenant au téléphone une retraitée des daims, etc., etc. Tout est fait pour installer dans le paysage politique le fait que M. Macron est définitivement installé et que le Parlement, son élection est complètement secondaire. C'est la traduction de l'abaissement du Parlement dans cette Ve République. Avec 30% des voix aujourd'hui, on peut prétendre à gouverner de manière hyper large au Parlement. Et 70% des électeurs aujourd'hui sont méprisés. Alors, on va revenir vers vous dans un moment. Je redonne la parole à Virna. Et oui, pour un retour sur le terrain. Suspense ce soir à Lille et la première circonscription du Nord, notamment un nombre record de candidats. Ils sont 25. On retrouve Claire Chevalier à la Fédération PS du Nord. Alors, qu'est-ce qui se raconte là-bas, Claire, pour le moment ? Eh bien, écoutez, ce qu'on peut dire ce soir ici à la Fédération, au siège de la Fédération PS du Nord, c'est qu'il n'y a vraiment pas foule. Ce n'est pas la foule des grands soirs d'élection. Il n'était même que 8 militants à 20h à regarder les premiers résultats tomber. Ils sont un tout petit peu plus maintenant, mais on a vu pour le moment aucun des candidats du département se présenter ici. Tous sont en train d'analyser les premiers résultats qui sont plutôt... mauvais, nous dit-on ici, pour le Parti Socialiste dans le Nord. Alors je me trouve notamment avec un jeune homme qui s'appelle Nicolas, qui est militant du Parti Socialiste depuis 4 ans. Bonsoir. Alors vous, comment vous analysez ces premiers résultats ici ? Écoutez, pour le moment, sur le Nord, on va voir les résultats à 21h, donc on ne peut pas s'exprimer de manière définitive. Mais s'il s'avère que les projections au niveau national se confirment, on peut dire qu'on revit une seconde fois en 1992. Donc... on pourrait en conclure, si ça se confirme, qu'effectivement,
Mais vous me disiez tout à l'heure, vous attendiez un score aussi mauvais, un résultat. On s'y attendait, mais on s'attend également à une reconstruction, on s'attend également à rebâtir sur les valeurs, parce que ces dernières élections, finalement, c'était beaucoup des élections autour d'Emmanuel Macron, autour de personnes, et ça n'est pas des élections sur des valeurs, et on essaie de revenir sur les valeurs. Oui, alors Martine Filleul a promis de descendre tout à l'heure s'exprimer devant ses militants, la première secrétaire du Parti socialiste du Nord. On va l'attendre ici. Merci Claire, à tout à l'heure, je vous interromps. Marine Le Pen s'exprime à Hénin-Beaumont, on écoute. Extrêmement bas, ce qui est inquiétant. Ces élections législatives, à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron, n'ont soulevé aucun enthousiasme chez les Français, qui semblent plus nombreux que jamais à ne guère s'intéresser à la vie publique. Cette abstention catastrophique doit poser la question du mode de scrutin qui écarte des millions de nos compatriotes des urnes d'abord et d'une représentation digne de ce nom. En dépit de cette forte abstention qui pénalise notre mouvement, les scores que nous enregistrons nous permettent d'être présents dans nombre de second tours de ces élections législatives. Dans de nombreux départements, ces scores témoignent de l'enracinement du vote pour notre mouvement. La recomposition de la vie politique se poursuit. Le parti de M. Macron est en train d'absorber le Parti socialiste et les Républicains qui font des scores historiquement bas. Toujours à cause de la forte abstention, il y a un nombre dérisoire de triangulaires dans les configurations de second tour qui s'offrent désormais aux électeurs. Dans de nombreuses circonscriptions, nos candidats seront opposés en duel à des candidats En Marche ou des candidats Les Républicains. Les différents appels à faire battre le Front National ont été lancés dès avant le premier tour dans les deux camps. Et d'évidence, les deux partis se soutiennent pour ce second tour des élections législatives. Cette alliance électorale entre les deux partis n'étonne guère. On se souvient du soutien de LR à Emmanuel Macron lors du second tour de la présidentielle. On a vu nombre de ministres LR entrer au gouvernement. On a entendu les nombreux appels à participer à la majorité présidentielle au lendemain des législatives. Ces deux partis sont en réalité main dans la main. Les électeurs patriotes doivent donc, dans les circonscriptions où nous sommes présents pour ce second tour, massivement se rendre aux urnes dimanche. Une forte mobilisation doit pouvoir nous apporter la victoire dans plusieurs circonscriptions. Et ces victoires sont essentielles. Il faut en effet à l'Assemblée de véritables députés d'opposition à la politique catastrophique que nous prépare Emmanuel Macron. Il s'apprête en effet à se livrer à un véritable saccage du droit du travail qui va jeter des millions de salariés dans la précarité sans rien apporter aux entreprises. Et voilà donc Marine Le Pen depuis Hénin-Beaumont. Je me tourne vers vous, Vincent Fleury, pour la République En Marche. Alors, comme vient de le dire Marine Le Pen, est-ce que votre parti est en train d'absorber les anciens partis traditionnels et s'apprête à saccager le droit du travail? Alors, absorber non, parce qu'il n'y a pas de logique d'appareil. Ce sont vraiment les électeurs qui décident. Et en revanche, on voit la faillite des partis traditionnels, oui, ça c'est certain. Ce n'est pas une faillite dont profite En Marche. En Marche ne se nourrit pas de cette faillite. En Marche est la conséquence de cette faillite. On a vu bon nombre de militants, d'adhérents rejoindre En Marche depuis avril dernier, depuis avril 2016, pour cette raison. Parce qu'ils ne se retrouvaient plus du tout dans les partis traditionnels. Ça s'est traduit dans les comités En Marche pendant toute la campagne présidentielle, ça s'est traduit pendant l'élection présidentielle, ça se traduit aujourd'hui, encore une fois, pour ces résultats législatifs. Alors, ce qu'on est en train de constater, et on y met des guillemets, on y va avec prudence, et là je me tourne d'abord vers Patrick Kanner, on entendait un jeune militant PS un peu perdu dans cette fédération faire allusion à la vague bleue de 93 en fait. Je rappelle qu'il n'était resté que 3 députés socialistes dans le Nord, il y avait 24 circonscriptions à l'époque, et non pas comme autant qu'aujourd'hui. Est-ce que vous craignez qu'il en reste encore moins que 3 ? C'est une crainte. On estimait que le vote de ce soir serait un vote de confirmation, voire d'amplification. C'est un tsunami. Et je me mets à la place de la satisfaction de nos concurrents d'En Marche dans cette élection. Moi, je suis socialiste, je le reste. Je ne suis ni En Marche, ni En Marge. Et je considère que nous vivons là un tremblement de terre politique dans notre pays qui remet en cause peut-être les fondamentaux de la Ve République, avec une majorité qui sera potentiellement écrasante à l'Assemblée nationale. Pour être très clair, le vote aujourd'hui des législatives devient presque un vote accessoire au vote présidentiel. C'est une interrogation... Des pleins pouvoirs, entre guillemets, en quelque sorte, que vous craignez. Je n'ai pas utilisé ce propos, Véronique Marchand, mais
bilan du quinquennat? Je pense que le PS avait son score inscrit dans le résultat de Benoît Hamon le 23 avril. Très clairement. Le bilan du quinquennat, les comptes publics sont rétablis, le chômage baisse, la croissance repart, les entreprises vont mieux. Moi, je n'ai rien à considérer le bilan comme étant négatif. Et pourtant, François Hollande ne se représente pas. Mais il y a eu un alignement des astres autour d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, nous vivons la confirmation que le vote pour la législative n'est que la traduction. Enfin, c'est Lionel Jospin qui avait inversé aussi l'ordre des scrutins entre présidentiel et législatif. Valérie Létard, ce constat que tous font, et dans les termes qu'évoque Patrick Kanner, est-ce que ça ne vous incite pas à dire à Emmanuel Macron et à François Bayrou, mettez vite en œuvre la proportionnelle? Exactement. Il me semble que lorsqu'il y a eu un rapprochement et une alliance entre le MoDem et En Marche, un des engagements d'Emmanuel Macron suite à une proposition forte et essentielle portée d'ailleurs par le MoDem et historiquement qui est la proportionnelle pour justement faire en sorte que ce qui sortent des urnes ressemble à la configuration du Parlement, puisse se mettre en œuvre puisque c'est un engagement qui a scellé leur accord. C'est le Sénat qui va faire de la résistance? Écoutez, en tout cas aujourd'hui, il faut être clair, tant mieux pour les jeunes élus qui vont maintenant former le Parlement, l'Assemblée nationale. Pour être parlementaire depuis quelques années, j'ai été aussi une jeune parlementaire, il faut une année budgétaire, une révolution pour comprendre le fonctionnement des institutions parlementaires. Ce qui veut dire qu'au moment où nous allons voter les réformes essentielles, vous allez avoir des parlementaires très peu expérimentés, une administration qui risque de prendre le pas, ça c'est certain, et le Sénat pourrait jouer un rôle, effectivement, car nous sommes dans une chambre expérimentée qui pourrait peut-être contrebalancer le fait que l'administration au Parlement et dans les ministères puisse aussi imposer ses vues. Or, on sait bien que la démocratie, elle doit marcher sur ses deux jambes. Vincent Fleury et Patrick Kanner, tous les deux, vous ne craignez pas, du coup, une super majorité Godillot? Commence par vous, Vincent Fleury. Mais parce que inexpérimenté, ne sachant pas, et donc répondant un peu le petit doigt sur la couture du pantalon aux directives qui viendront d'en haut. Par rapport à ça, En Marche a investi pour moitié des candidats de la société civile, mais aussi pour moitié des candidats qui ont une expérience politique derrière eux. En Marche également investit des candidats de la société civile qui ont d'autres expériences que politiques. Ça peut être des expériences associatives fortes, ça peut être des expériences en tant que chef d'entreprise. Ce sont des expériences qui nécessitent une force et de conviction et de gestion et de savoir comment diriger une société ou une association. Voilà, c'est des gens qui peuvent vraiment porter des lois, c'est des gens qui peuvent porter faudra des de la messages. formation. Pardon ? Faudra de la formation. Il faudra de la formation, mais alors ces gens-là seront encadrés. Ces gens-là seront encadrés et ces gens-là seront assistés. Juste pour conclure, le dégagisme, là, Patrick Kanner, il est radical. Oui, moi, la crainte que j'ai, c'est que l'Assemblée nationale soit une chambre d'enregistrement. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Par contre, ce que je vois dans l'évolution politique de notre pays, c'est que les équations personnelles ne sont plus aujourd'hui en capacité de faire une forme de résistance au plan local. Allez, dernière conclusion. Merci beaucoup. On va repartir voir nos journalistes qui sont sur les points directs et qui nous attendent. Direction à présent la permanence du Front National à Denain, c'est la 19e du Nord. On retrouve sur place Ali Ben-Bournan et cette circonscription. On dit qu'elle pourrait être une terre promise au Front National. Est-ce qu'on y croit ce soir à Denain, Ali ? Absolument, Virna, il suffit de regarder un peu cette permanence qui fait le plein depuis 19h ici au cœur de Denain. Des dizaines de militants FN sont venus. Le FN donc qui est en tête ce soir sur ce premier tour des élections législatives. Avant de retrouver le candidat Sébastien Chenu, peut-être un mot d'un militant qui est là depuis 19h. Quelqu'un peut nous dire un mot ? Voilà, un mot sur cette soirée. Je félicite déjà Sébastien Chenu pour cette victoire. Et ça représente quoi pour vous, le FN en tête ce soir dans une terre de gauche ? Une grande victoire. On va se battre pour... Okay. Merci Sébastien Chenu. Donc il va falloir se battre. Vous êtes largement en tête ce soir. La victoire n'est pas gagnée, mais c'est historique ce soir pour le Front National dans une terre de gauche.
Il va falloir se battre, mais nous sommes habitués à nous battre. L'ensemble des militants et des militantes qui ont fait cette campagne se sont battus. Nous avons remporté la première manche. C'était celle de la qualification en tête au second tour, une qualification avec un score évidemment historique. Mais il y a surtout une recomposition totale du paysage politique. La députée PS sortante qui est éliminée dès le premier tour. Second, ce sera donc la candidate d'En Marche. Et premier, vous donc. Oui, la candidate du système, Macron, contre nous, les patriotes, les travailleurs, celles et ceux qui refusent l'austérité, celles et ceux qui refusent une loi El Khomri puissance 1000, celles et ceux qui refusent la hausse de la CSG. Nous allons nous battre et nous allons protéger ce territoire qui a subi déjà bien des avanies. Nous allons, je l'espère, remporter la partie la semaine prochaine parce que ce territoire a besoin d'espoir. Ce territoire a besoin d'être défendu par un député qui sait ce que le travail veut dire. Et justement, Sébastien Chenu, vous ne donnez pas trop d'espoir à cette terre? Vous pensez qu'il y a une solution miracle finalement? Ah non, mais il n'y a pas de solution miracle, mais il y a surtout des solutions aggravantes. La candidature de En Marche serait une solution qui ferait beaucoup de mal, qui soutiendrait des politiques qui feraient beaucoup de mal à ce territoire. Moi, je m'opposerai et je protégerai ce territoire. Nous allons donc rassembler très largement les gens qui ont voté pour d'autres, qui ont voté pour la France Insoumise, qui ont voté pour le Parti communiste, qui ont voté pour les Républicains. Nous allons les rassembler autour de ma candidature dès dimanche prochain. C'est possible alors, selon vous? C'est possible et c'est nécessaire. C'est possible parce que nous l'avons vu aux élections présidentielles, 58% pour Marine Le Pen ici, et c'est nécessaire parce qu'un député En Marche de plus ne servirait strictement à rien, alors qu'un député patriote permettrait de protéger ce territoire et de protéger la France. Merci Sébastien Chenu. Et vous repartez au combat donc dès demain matin. Voilà Virna. Voilà, sourire pour les uns, plus compliqué sans doute pour d'autres. Direction à présent la 20e circonscription du Nord, Saint-Amand-les-Eaux, où on retrouve Victoria Rouxel au siège du PC. Et la succession du plus ancien député du Nord-Pas-de-Calais, Alain Bocquet, s'annonce plutôt compliquée. Eh bien, les résultats viennent de tomber et c'est donc le candidat communiste Fabien Roussel qui est en tête de ce premier tour avec les résultats provisoires, 7712 voix. Et puis en deuxième position, c'est le candidat frontiste Ludovic Denain. Alors Fabien Roussel, votre réaction avec ces premiers résultats? C'est en tout cas le fruit d'un long travail avec un collectif d'hommes et de femmes. Ça a été une campagne humaine de terrain et qui a porté ses fruits. Heureusement, ça rassure. Et puis maintenant, il y a un second tour. J'espère que le rassemblement le plus large va réussir à s'exercer pour qu'ici, on donne un sens concret aux valeurs de la République, liberté, égalité, égalité et fraternité. C'est important. Il y a donc encore 6 jours à convaincre et pour l'emporter au second tour. Pour ici, l'Amandinois et le Valenciennois, terre d'industrie, où les questions d'emploi, de pouvoir d'achat sont au cœur de nos préoccupations. Merci Fabien Roussel. Et ils sont ici plus de 70 militants réunis et ils vont sans doute fêter ces premiers résultats en attendant les résultats définitifs de la préfecture. Merci beaucoup Victoria. Retour au plateau comme promis. Alors Patrick Caner. Patrick Caner. Il est parti. J'avais une question. Vous embêtez pas Virna. À la place de Patrick Caner. À la place de Patrick Caner, c'est donc Marc-Philippe Daubresse. C'est pas le même bord, forcément. Qui est arrivé. Marc-Philippe Daubresse, qui est suppléant de Jacques Oussin, LR, UDI, le tandem candidat dans la 4e circonscription du Nord. Pour revenir sur ce que disait à l'instant notre équipe de Saint-Amand, c'est Fabien Roussel, le communiste, qui arrive en tête. La France Insoumise et le Parti communiste, leurs candidats, se sont opposés, déchiré quasiment partout, sauf dans 2 circonscriptions du Nord. Est-ce que vous allez, vous, France Insoumise, appeler à un rassemblement derrière les candidats communistes quand ils sont en position éventuelle de l'emporter pour le second tour? Oui, c'est certain, puisque nous nous étions retirés déjà dans la 16e circonscription où il y avait un risque tout à fait particulier et le candidat PCF avait soutenu, parrainé la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça nous paraissait déjà tout à fait normal. Donc le problème n'est pas là. Je voudrais revenir quand même sur les propos qui ont été tenus tout à l'heure, sur l'inexpérience des députés En Marche. Je pense qu'il faut quand même la relativiser sérieusement. Ça ne peut pas être étonnant que ce soit moi qui dise ça, parce que beaucoup quand même sont issus de cabinets ministériels, beaucoup sont issus quand même de familles politiques. C'est le cas dans la 20e. Ça a été relevé quand même dans de très nombreux journaux qui ne sont pourtant pas très critiques. Très honnêtement, c'est très peu le cas. Après, quand vous investissez 500 candidats sur les 500, vous avez effectivement des profils. Ça va structurer de toute façon vos équipes et vous êtes aussi irrigué par beaucoup de chevaux de retour, de vieux chevaux de retour quand même du MoDem, il faut quand même le dire. On est irrigué par la société civile et c'est un renouveau démocratique formidable face aux logiques d'appareil. Qu'est-ce que c'est qu'on arrive à le porter? Est-ce que vous croyez que nous, on ne représente pas la société civile?
Parce que vous croyez que nous, on ne vient pas de la société civile? Écoutez, il y en a pour beaucoup, vous avez fait plusieurs mandats. J'ai fait 10 ans comme chef d'entreprise avant d'être député. Plusieurs mandats successifs, et ben ça vous honore, c'est très bien, on devrait tous avoir eu une vie. Je crois que la question ne se pose pas puisqu'on va gouverner par ordonnance. Donc l'Assemblée ne sert strictement à rien. Elle servira à enregistrer des textes qui auront été pondus en amont. Donc on vient d'élire un Parlement godillot, une chambre d'enregistrement. Très amusant de voir le système se défendre comme ça avec des arguments extrêmement bas. Monsieur Macron a décidé de gouverner par ordonnance. Ça veut dire qu'il passe par-dessus l'Assemblée nationale. Le système va être remplacé par un autre système. Le système d'ordonnance est validé par l'Assemblée. Enfin, le deuxième tour n'est pas passé quand même, Éric Delis. On ne vient pas d'élire, on est en train d'élire, on ne sait pas encore quoi exactement. C'est la raison pour laquelle il faut bien évidemment, face à ce danger, face au danger d'un raz-de-marée Macron et donc d'une chambre d'enregistrement, il faut des députés. La France a besoin d'avocats pour être défendus, parce que la casse sociale va être importante, les lois qui vont déréguler vont être très importantes. L'objectif, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est d'ajuster l'économie française à l'économie allemande, et ça se fera par une casse sociale et économique extrêmement importante. La France a besoin d'avocats. Ça ne sert à rien d'envoyer un député Macron de plus à l'Assemblée nationale. Votre candidat dans la 20e circonscription Saint-Amand qu'on vient de voir, Monsieur Dedanne, donc pardon, j'ai oublié le prénom, c'est quand même quelqu'un qui est parachuté et qui ne connaît pas la région. Sébastien Chenu, il y a un an, il n'était pas dans la région. Ça veut dire qu'on peut sans problème parachuter un candidat avec l'étiquette FN et le faire élire. Monsieur Dedanne, son expertise, c'est les questions internationales. À Saint-Amand, c'est peut-être pas ce que les gens attendent, si? Je crois que c'est assez paradoxal de parler de parachutage quand on défend. Non, mais la société, la France, qui gouverne le pays depuis 30 ou 40 ans, défend le principe de libre circulation et d'immigration sans conséquence. Quand un député du Front National se fait élire ailleurs que chez lui, on considère que c'est un trouble à la circulation. Non. Toujours l'Europe quand ça vous arrange. Les députés français représentent la nation. Les députés français représentent la nation et par conséquent peut être député n'importe quel Français, quel que soit son endroit. C'est le principe, c'est la loi. Bon, là, vous dites comme Mélenchon, comme Jean-Luc Mélenchon, effectivement, qu'il le dit pour justifier sa candidature à Marseille. Quand on a une envergure nationale, on peut l'assumer, oui, bien sûr. Mais la circonscription de l'élection législative, c'est la France. C'est pas la ville dans laquelle on habite. C'est la loi. Si je peux me permettre, on a besoin des deux. Être parlementaire, c'est en même temps participer activement à la fabrication des lois en essayant de faire en sorte que ce qui va sortir soit adapté à la réalité des territoires dans lesquels nous nous trouvons. Et on défend mieux les lois quand on connaît bien son terrain et on intervient mieux dans les cabinets ministériels parce que le travail des parlementaires, c'est d'aller défendre aussi, en plus de la loi, dans les ministères, les intérêts du territoire qu'ils représentent au Parlement. Oublier qu'on ne fait pas que la loi, mais qu'on défend nos concitoyens dans leur territoire, c'est une erreur. Il faut connaître son territoire et c'est mieux d'y avoir travaillé ou d'y avoir grandi ou d'y avoir exercé des fonctions. Comme ça, on le connaît mieux. Même si, effectivement, ça ne veut pas dire y être depuis très longtemps en responsabilité. On peut être jeune élu, mais connaître le terrain, y avoir pratiqué longuement, c'est mieux. On va laisser parler Marc-Philippe Daubresse qui n'a pas eu la parole. Tous les élus de En Marche connaissent bien. Mais je ne garantis rien du tout en ce qui concerne ce soir. Moi, ce que je peux vous dire, monsieur, d'abord, je ne peux représenter que ma famille d'idées, c'est l'UDI. En l'occurrence, globalement, vous pouvez regarder, les candidats UDI sont du territoire dans lequel ils sont candidats. Et on regarder pour En Marche et ce sera pareil. Très impliqué. On doit s'il vous plaît, pas de conversation parallèle. Marc-Philippe Daubresse, votre tandem, puisque vous êtes suppléant de Jacques Oussin, est victime de la division au profit d'En Marche. Moralité? Oui, on a eu une candidature de division, c'est jamais agréable. En tout cas, elle n'a pas réussi son pari. Bon, ceci dit, la plupart de nos candidats dans tout le département du Nord, je ne parle pas pour le Pas-de-Calais, je n'ai pas eu le temps de regarder, résistent bien face au tsunami. Et la question que nous nous posons, c'est qu'on n'a pas pu faire. On nous a volé l'élection du premier tour. Donc moi, je demande solennellement à La Voix du Nord, à France 3, à tous les médias, de faire un débat avec les principaux belligérants du deuxième tour. Parce que notre programme sur la sécurité, sur la fiscalité et sur la ruralité, pour ne prendre que ces trois exemples, est fondamentalement différent d'En Marche. Mais ça, on n'a pas pu l'expliquer. Il y a un grand malentendu. Bien sûr que des électeurs de chez nous
comme certains électeurs du centre-gauche ont voté pour En Marche. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'on faisait un gouvernement droite-gauche dans lequel on mettait un petit peu de sel, un petit peu de poivre et que tout allait bien. Non, c'est le programme En Marche. Mais votre programme, c'est pas le programme de François Fillon qui a été rejeté par les Français massivement. On a refait un programme. Vous voyez, on est partenaire avec l'UDI. On a refait un programme ensemble dans lequel on refuse l'augmentation de la CSG. Donc chaque candidat a un territoire. Et alors, je vous on a un rassure, programme qui est totalement différent du vôtre et on ne peut pas l'expliquer à la télévision. Je vous rassure, il y en aura des débats entre les deux tours sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Alors, vous évoquiez à l'instant le tsunami En Marche. Selon nos estimations nationales, le parti présidentiel obtient 32,2% ce soir. Je vous propose d'écouter la réaction de la candidate de La République En Marche dans la 7e du Pas-de-Calais, celle de Calais. On écoute. Écoutez, talonner le FN, c'est une grande victoire. Donc évidemment, j'ai le sourire si j'arrive à battre le FN au second tour. Moi, c'est surtout mon objectif. Et puis, je remercie les électeurs, mais rien n'est joué. Le dépouillement n'est pas terminé. Donc j'espère que ça va se confirmer. Et voilà, et un scrutin qui suscite des réactions, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Emmanuel Pal, vous avez recueilli pour nous quelques commentaires depuis notre web rédaction. Oui, Verna, alors ça commence à frémir sur Twitter. La République En Marche, dans la 4e du Pas-de-Calais, donne des résultats, mais rien d'officiel. Des résultats provisoires de la préfecture tombent actuellement, pas encore définitifs. Alors je vous rappelle les adresses hdf.france3.fr et le Facebook France 3 Hauts-de-France. Je vous en dis plus tout à l'heure, Verna. Merci Emmanuel, à tout à l'heure. Alors retour à Hénin-Beaumont puisqu'on parle d'un boulevard pour Marine Le Pen dans cette circonscription, la 11e du Pas-de-Calais. Dans quel état d'esprit on est, Corinne, sur place, là, dans l'attente des résultats définitifs ? Alors écoutez, ici après le discours de Marine Le Pen qui a été vraiment acclamé, eh bien c'est une atmosphère en demi-teinte finalement parce que la plupart des militants restent quand même assez déçus de ces estimations qui ne donneraient pas de groupe à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, elle aussi, a avancé des chiffres, elle arriverait effectivement largement en tête ici, ce qui a redonné, si vous voulez, un peu d'enthousiasme aux militants qui actuellement désertent un peu cette salle. Marine Le Pen est partie, d'autres vont se restaurer au buffet. Une ambiance relativement calme, je vous le dis, et quand même en demi-teinte. Une certaine déception, malgré tout, malgré l'élection probable de la présidente du Front National. Merci beaucoup Corinne. Et vous, Éric Dilly, pour le Front National, vous êtes aussi déçu ? Oui, je suis déçu, mais comme je vous ai dit, j'étais un outsider sur la première circonscription. Donc je savais très bien que, vu la vague macroniste qui se préparait dans une ville aussi importante, la métropole, le cœur de la métropole du Nord, que j'avais peu de chances d'arriver au second tour. Mais c'est pas ça qui... Moi, ce qui me chagrine et qui m'inquiète, c'est la situation à laquelle on se trouve. Et aujourd'hui, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, voilà, mais je crois qu'il faut... les Français doivent aller voter en masse au deuxième tour, parce que sinon, on aura une chambre... On va rebondir. Voilà, avec des ordonnances. Et la casse sociale sera terrible. On va rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Marc-Philippe Daubresse, avant que vous n'arriviez, la plupart des invités ici présents soulevaient les dangers pour le fonctionnement de la démocratie et le fonctionnement de l'Assemblée d'une énorme vague macroniste, entre guillemets, d'une majorité super absolue. Est-ce aussi votre crainte, à savoir que le groupe de vos amis ne joue qu'un rôle mineur ? Vous savez, moi j'ai été député assez longtemps, j'ai décidé de ne pas me représenter, et j'ai vécu ça, aussi bien avec une vague socialiste très forte qu'avec une vague en 93, où heureusement les choses s'équilibraient parce qu'il y avait moitié RPR et moitié UDF à l'époque. Bon, mais c'est jamais bon d'avoir une assemblée avec beaucoup de monde comme ça qui va dans le même sens et qui, comme ils sont inexpérimentés pour la plupart, vont voter mécaniquement parce qu'il faut du temps pour apprendre le Parlement. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il faut rééquilibrer à l'évidence les choses. Il y a le Sénat qui va rééquilibrer de fait les choses, mais il y aura besoin aussi d'aller plus loin. Et franchement, c'est l'enjeu du deuxième tour. Mais il ne faut pas que la marche héroïque de ce soir se termine en marche funèbre pour les Français. Juste un mot, Laurent Matejko, qu'on comprenne bien. Dans les estimations que nous a montrées et commentées Bernard Dolé tout à l'heure, on mettait dans le même groupe la France Insoumise et le Parti communiste. S'ils ont des élus, c'est ce qui va se passer ? Vous allez faire groupe commun, toute la gauche de la gauche ?
C'est assez probable. Enfin, je veux dire, si on a Donc vous aurez suffisamment fait de quoi campagne faire. en adversaire, Oui. voire en guerrier, Ouais. et en ennemi, et vous allez voulez vous refaire retrouver. le match, vous savez, Véronique, on peut le refaire. À un moment donné, quand on discute pour des accords, il faut que les deux parties soient raisonnables. Quand c'est pas raisonnable, on n'arrive pas à un accord. Donc on n'est pas arrivé à un accord. Nous nous sommes retirés de nous-mêmes. Là où les gens avaient accordé un parrainage à Jean-Luc Mélenchon, maintenant, je pense que la querelle est tranchée. Quand vous regardez le rapport de force entre PCF pur et France Insoumise, je pense que voilà, les électeurs ont tranché maintenant pour les 5 années qui viennent. Voilà. Retour sur le terrain, et cette circonscription pourrait bien basculer à droite. C'est la 7e du Pas-de-Calais. L'on retrouve Valérie Dermercédian en direct de Calais. Comment s'annonce le match ce soir, Valérie ? Eh bien, écoutez, l'information de la soirée, c'est que la 7e circonscription du Pas-de-Calais n'est plus socialiste. Yann Capet, le député sortant, ne passe pas ce premier tour. D'après des résultats partiels, le candidat qui arrive en tête est le candidat du Front National, Philippe Ollivier, que l'on a vu arriver ici il y a quelques minutes, tout sourire. En deuxième position, on trouverait le candidat des Républicains, Pierre-Henri Dumont, talonné par la candidate de La République En Marche, Dominique Piéfort. Pour elle, c'est une belle surprise car c'est la première fois qu'elle se présente à un scrutin. Reste à savoir maintenant le score qu'elle va réellement faire, si elle peut se maintenir, si elle a obtenu 12,5% pour pouvoir se maintenir au second tour. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle va faire entre ces deux tours? Est-ce qu'elle va se maintenir? Dans ce cas-là, on aurait une triangulaire, ou appeler à un front républicain. Dans ce cas-là, on aurait le Front National face à Pierre-Henri Dumont. Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure. Éric Dilly, en un mot, un troisième parachutage. Le beau-frère de Marine Le Pen à Calais est en passe, en tous les cas, est certain d'être au second tour. On verra pour les résultats. Ça vous donne raison. Les gens s'en fichent maintenant que ce soit du parachutage ou pas? Je crois que c'est la situation à Calais qui est catastrophique. C'est pas l'anecdote de savoir si ce monsieur est né à côté de Paris ou à côté de Calais. Et ne connaissant pas la région, il pourrait avoir la solution. Alors. Madame Marchand, les gens qui habitent Calais, qui s'en occupent, justement s'en occupent pas, et c'est la raison pour laquelle les Français de Calais se sont manifestés très largement en faveur du Front National. Ceux qui ont voté, bien évidemment. Ils ne sont pas nombreux, apparemment, puisque le taux d'abstention est très élevé. Dernière question, Marc-Philippe Daubresse. On pourrait avoir donc un combat droite-extrême droite sur Calais plutôt étonnant, non? Oui, enfin, pas surprenant, parce que la jungle de Calais, entre nous soit dit, c'est quand même grâce aux initiatives de Xavier Bertrand qu'on a pu faire évoluer le problème, qui est loin d'être résolu, j'en suis d'accord. En tout cas, c'est bien par une initiative d'un élu de poids régional qu'on a pu faire évoluer le problème. Ce qui montre bien qu'il ne faut pas tous les pouvoirs à Paris. Il faut rééquilibrer les choses. Et donc, bien sûr qu'on peut avoir un duel de ce type. Que moi, je regarde dans ma circonscription, tout près de la frontière, vous avez des scores du front qui sont supérieurs à 20%. Et donc tout ça exprime un désespoir, une colère, on connaît le sujet, mais il faut donc qu'on puisse rééquilibrer les choses pour le deuxième tour, et ça nécessite de discuter, et on le fera avec, de manière républicaine, bien sûr, programme contre programme. Merci à vous. Alors, on attend encore la majorité des résultats, mais avant de retrouver la rédaction nationale, on fait un point avec vous, Bernard Dolé, les 20h56, 57 pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les nouvelles dynamiques qui se dessinent ce soir dans le Nord et le Pas-de-Calais à l'issue de ce premier tour? Alors, je crois qu'à ce stade, et faute d'un nombre massif de résultats, on va se contenter de répéter ce qu'on disait à 20h15, c'est-à-dire que si l'on enregistre, mais il faut être très prudent, si l'on enregistre dans la région les mêmes tendances que celles observées nationalement et telles que mesurées par l'estimation Ipsos, les candidats d'En Marche devraient arriver dans la région en tête, autour de 27% des suffrages exprimés, à confirmer ou à infirmer quand les résultats tomberont. Devant le Front National, peut-être au-dessus de la barre des 20%, disons pour l'instant autour de 22-23%, et devant les candidats LR. Ce qu'il faut dire, ou ce que l'on peut ajouter par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que les candidats d'En Marche sont au second tour dans un très grand nombre de circonscriptions, tantôt face au Front National, essentiellement hors de la métropole lilloise, tantôt, comme on l'a vu, face à des candidats LR-UDI, tantôt aussi, parfois, face ici à un candidat PC, là, un candidat France Insoumise, là encore, un candidat socialiste qui aurait localement résisté. Et évidemment, cette position centrale permettra aux candidats d'En Marche d'aborder le second tour dans les meilleures conditions.
Je vous arrête parce que justement, Bernard, figurez-vous qu'on a un résultat et c'est dans le Pas-de-Calais. Céline Rousseau, vous êtes en direct de la préfecture. On attend ça avec hâte. Oui, Vierna, première confirmation ici pour une circonscription du Pas-de-Calais. C'est la 5e circonscription et on annonce ce soir qu'elle ne sera plus socialiste. Elle était détenue par Frédéric Cuvillier, vous savez, qui ne se représentait pas. Eh bien, Mireille Ingré-Cereda, qui avait été envoyée pour le Parti socialiste, n'arrive qu'en 4e position avec 10%. Et c'est donc le maire de Neuchâtel-Ardelot, Jean-Pierre Pont, investi pour La République En Marche, et Antoine Gauliot, investi pour le Front National, qui sont donc qualifiés pour ce second tour. Merci beaucoup Céline, merci à tous. On va se quitter pour 15 petites minutes pour les résultats nationaux. Dans un instant, vous retrouvez le plateau de la rédaction nationale pour toutes les grandes tendances. Et on se retrouve tout à l'heure avec de nouveaux invités, des reportages, bien sûr, énormément de résultats. Une soirée à suivre aussi sur le site internet de France 3 Hauts-de-France. À tout à l'heure.